le thème de ma communication porte sur la peur de passer pour des sauvages. J'ai fait un travail historique, mais à partir d'une anecdote. Quand je suis allé soutenir ma thèse de doctorat en France, où j'avais étudié, j'avais acheté des mocassins à Kanawake pour rapporter à des amis. J'avais acheté 3 paires de mocassins et je les montre à une voisine qui s'y intéressait, qui me dit « Denis, tu ne vas pas porter ça en France, on va passer pour des sauvages. » Et ça m'a toujours trotté dans la tête en me disant « Mais pourquoi et d'où ça vient? » Et j'ai donc, en travaillant, entre autres choses, sur l'histoire des transferts culturels, essayé de comprendre s'il y avait une origine à ça, et en même temps que je trouvais surprenant qu'après de longs siècles d'interaction, il y ait cette réaction. Et je me suis donc attelé à essayer de comprendre. Alors, je vous soumets des hypothèses, ce que j'ai trouvé jusqu'à présent, pour la discussion, et en vous proposant que mon exposé relève d'un essai plutôt que d'une démonstration scientifique. Mais j'essaie de trouver les explications. Alors, nous allons commencer avec je peux dire, une magnifique toile qui a pour titre « La France apportant la foi aux Hurons en Nouvelle-France ». Alors, c'est une toile qui a été offerte aux Jésuites par les Hurons en 1666. Elle fait partie de la collection des Ursulines, donc collection du monastère des Ursulines à Québec. Alors, vous voyez un Huron qui est agenouillé, qui est drapé d'un manteau, mais si vous le regardez comme il faut, le manteau est peint de fleurs de lys, mais c'est un manteau de cuir, donc en somme, c'est une peau de la tradition indienne, mais qui est apprêtée ou décorée à la manière française. Et ce Huron reçoit une toile d'un personnage qui est en somme la reine Anne d'Autriche, mais qui représente la France, qui est couverte de fleurs de lys, et qui lui présente une représentation de la famille du Christ. Alors, vous avez donc le Christ avec Marie, Joseph, et dans la filiation matrilinéaire, vous avez Anne et Joachim. Et en même temps, on peut voir que ce que l'on voit sur Terre est à l'image de ce qui est au ciel et inversement, puisque vous avez la même scène au ciel. Et vous avez le navire à droite qui apporte la foi et la civilisation, entre guillemets, aux sauvages. Et quand je dirai aux sauvages, vous comprendrez toujours que je suis proche des sources, mais que je le conçois toujours entre guillemets. La toile est donc une allégorie du projet colonial français. Il s'agit de convertir le païen en catholique, de conduire l'enfant sauvage vers la civilisation française. Il y a donc ici à l'œuvre une logique de fusion, une logique d'assimilation. Aucune peur n'est manifestée ici parce qu'on est assuré que le Huron ne peut pas devenir autre chose que catholique et français. Il n'y a donc aucun doute. On pourrait dire par ailleurs, si on retourne à l'histoire, que tout a commencé non pas en 1608, mais en 1603, à Tadoussac, alors qu'au nom du roi Henri IV, Pont-Gravé et Champlain, avec le chef montagnais Nadabijou, ont conclu un traité d'alliance incluant les montagnais, les Algonquins et les Malécites, plus tard les Hurons, traité qui allait permettre l'établissement des Français à Québec en 1608. Au cours des années ultérieures, Champlain a proposé aux Inuits de ne faire qu'un seul peuple. Nos garçons, dit-il, épouseront vos filles. La monarchie française, peu après, reconnut alors le statut de naturel français à tout Amérindien converti. Ce projet de fusion des peuples n'a eu aucun équivalent dans les autres sociétés coloniales d'alors. Cette offre de métissage, de fusion,
ne visait pas, bien sûr, l'assimilation des Français dans les sociétés autochtones, ni l'émergence d'un entre-deux, une société métisse tenant des deux cultures huronne et française, mais c'était conçu dans une logique d'intégration-assimilation. D'ailleurs, quand Champlain écrivait et disait « Nos fils épouseront vos filles », il n'a jamais dit l'inverse « Nos filles épouseront vos fils ». Parce que dans la logique patriarcale et patrilocale d'alors, ça aurait impliqué que les filles... ça aurait impliqué, je vois que je ne me trompe pas, ça aurait impliqué que les filles françaises deviennent huronnes. D'autant qu'à l'époque, on concevait que, pour ce qui est de la reproduction, que le ventre des femmes n'était qu'un réceptacle de la semence masculine et qu'un homme ne pouvait qu'engendrer des enfants à son image et que donc la mère indienne ne pourrait rien transmettre de son indianité. Mais retenons néanmoins qu'il s'agit d'un projet d'intégration, d'assimilation par métissage. Mais bien sûr, la réalité n'a évidemment pas correspondu à l'utopie et le père Charlevoix, professeur au séminaire de Québec, le père Charlevoix qui était un historien qui a été missionnaire au Japon et qui a écrit une histoire du Japon, qui a été missionnaire ici et qui a écrit une histoire de la Nouvelle-France avant d'aller au Paraguay. Il a fait le bilan de cette utopie, en somme, visant la transformation des Amérindiens en Français. Alors, vous avez ici un Canadien en raquette allant à la guerre. C'est une gravure de Baqueville-la-Poterie. C'est tiré de son Histoire de l'Amérique septentrionale de 1722. Et vous avez ici un Français en train de devenir Canadien qui fume la pipe, le tabac, le tabac vient bien sûr des Autochtones, les raquettes bien sûr également. Et pour ce qui est de la guerre, nous savons que les Canadiens ont appris les Autochtones, en particulier ceux qui étaient domiciliés dans la colonie, l'art de la petite guerre, c'est-à-dire l'art des embuscades, et qu'ils ont, durant tout le régime français, pratiqué cette guerre plutôt que l'enrôlement dans l'armée régulière avec des soldats aux couleurs vives pour ne pas pouvoir échapper au combat et qui vont au combat sous le commandement d'un général. Ils ont toujours pratiqué, pour le plus grand nombre, les aventures guerrières, les projets guerriers sur le mode de la tradition autochtone. Alors, le père Charlevoix, qui fait donc le bilan de ce qu'était ce projet, cette utopie d'assimilation des Indiens à la société française, nous parle d'un voyage d'Iroquois à Paris. Alors, il écrit « On leur fit voir toutes les maisons royales et toutes les beautés de cette grande ville. Mais cependant, ils ont préféré les rôtisseries et surtout, ils ont continué de préférer leur village à la capitale du plus florissant royaume. Nombreux, écrit-il, sont les Français qui se sont établis parmi les Amérindiens et qui se sont ensauvagés. Par ailleurs, pas un seul Amérindien n'a pris nos manières de faire, donc pas un seul Amérindien n'est devenu français. Il dit, nous avons tout essayé, même prendre les enfants jeunes, les couper de leurs parents pour en faire des Français, et ça n'a pas réussi. Mais en même temps, vous voyez que l'idée de retirer les enfants de leur famille pour les assimiler une fois pour toutes, qui était reprise par le gouvernement fédéral avec les pensionnats, elle est très ancienne. Oui, à peu près la même. Un petit peu plus tard, le botaniste suédois Per Kalm, en 1748, est venu ici herboriser. Il est allé en Pennsylvanie, à New York. Ensuite, il est remonté par le fleuve Hudson, le Richelieu. Il a herborisé et décrit la société. Et il tient le même discours et il souligne que de nombreux Français se sont établis parmi les Amérindiens, mais qu'il n'y a pas de sauvages qui soient devenus des Français. Et cet extraordinaire botaniste a des remarques qui concernent les femmes de Montréal, alors je ne peux pas m'empêcher de vous les lire.
Alors, on dit, les femmes de Montréal sont accusées par une grande partie des Français nés en France et venus s'installer ici de manquer dans une grande mesure de la bonne éducation et de la politesse française d'origine. On les dit poussées par un certain orgueil et comme contaminées par l'esprit imaginatif des sauvages d'Amérique. Ceux qui sont inamicaux à leur endroit leur donnent le nom de demi-sauvages. On dit par contre que les femmes de Québec ressemblent tout à fait dans leur façon d'être aux femmes de la France en ce qui concerne à la fois l'éducation et la politesse. En ce domaine, elles surpassent largement celles de Montréal. Alors, mesdames, tenez-vous là pour dire. Donc, il ne s'agit pas évidemment, il s'agit ici de transfert culturel. C'est évidemment une observation qui n'est pas fondée, mais en même temps, on souligne l'influence des Autochtones et soulignons ici que l'assimilation a fondé, les transferts culturels et le processus d'assimilation a fonctionné en sens inverse de ce que prévoyait l'utopie. Cela n'implique évidemment pas que les échanges culturels soient à sens unique. En réalité, au cours de cette longue période, les Amérindiens se sont largement européanisés et les Européens se sont largement amérindianisés. Mais le processus a échappé au contrôle bureaucratique, cela même à l'intérieur de la zone seigneuriale, celle du peuplement français. Cela a suscité une peur de l'ensauvagement chez les autorités coloniales. Et je vais vous citer seulement le gouverneur Denonville, qui était gouverneur entre 1685 et 89, et qui en représente la meilleure illustration. Alors, il écrit « On a souhaité établir des sauvages domiciliés à proximité de nos habitations, des Hurons, des Iroquois, des Abénaquis, des Algonquins, pour les habituer à vivre comme nous. Tout le contraire en est arrivé. Au lieu de les accoutumer à nos manières, ils nous communiquent fort tout ce qu'ils ont de méchant et prennent ce qu'il y a de plus mauvais chez nous. » Il ajoute « Vous ne saurez croire, Monseigneur, le tort que cela fait à la colonie, car non seulement les enfants des seigneurs s'accoutument à vivre en libertinage comme eux, mais même abusent des filles et femmes sauvagesses qu'ils entretiennent avec eux et mènent à leur chasse dans les bois où souvent ils souffrent de faim jusqu'à manger des chiens. » Alors, ces quelques mots cachent en fait de grandes peurs, celle de voir s'ébranler l'ordre conjugal, le libertinage, l'ordre social français, même les enfants des seigneurs, et pire encore, la chute dans la barbarie, un Européen qui mangerait du chien. Quelle part d'illusion, quelle part de fantasme, quelle part de délire, quelle part de réalité dans ces discours. Cette frayeur canalise toutes sortes de hantises qui prennent en Amérique le visage du sauvage. Aux yeux des nobles, les gens du peuple sont toujours investis de tous les défauts. Ils sont oisifs, insubordonnés, fainéants, trop libres, arrogants. En somme, en Amérique parce qu'ils sont sauvages, en Bretagne parce qu'ils ont des têtes de Bretons. En réalité, d'autres facteurs sont à l'œuvre pour expliquer la transformation des rapports sociaux sans qu'il ne soit possible de distinguer ce qui relève de la transformation des rapports sociaux dans le contexte colonial et ce qui relève de l'influence des Autochtones. Mais soulignons les rapports sociaux ou les transformations de la société qui influencent les changements des mentalités. Il y a d'abord la rareté de la main-d'œuvre. Donc, les travailleurs peuvent exiger des salaires plus élevés, ils sont moins soumis. Pour les mêmes effets entraînent l'abondance des terres. Et puis, il y a un phénomène général de démocratisation des signes distinctifs de la noblesse. C'est-à-dire que le départage entre nobles et tiers-État est moins évident ici parce que tous les colons ont droit de chasse et de pêche qui étaient en Europe privilège de nobles. Il en va de même du port d'armes. La possession d'un cheval, ce n'est pas un droit, mais seuls les nobles pouvaient se le payer, alors qu'ici, les colons sont montés à cheval, ce qui scandalise les nobles. Et on pourrait ajouter également la généralisation du français comme langue commune, alors qu'en France, elle est la langue d'une région et la langue d'une classe privilégiée. Cependant, même s'il est difficile
départager l'influence des différentes variables qu'on pourrait retenir. Ce qui est caractéristique de toute cette période, c'est la proximité entre les Autochtones et les Canadiens, et proximité dont on a une idée quand Louis Nicolas est un jésuite qui a écrit vers 1685. Il n'était pas un très bon missionnaire, il était passionné par la faune, par la flore. Il a écrit une grammaire algonquine. Il a écrit une histoire générale des Indes occidentales qui vient, heureusement, qui a été écrite vers 1685, qui vient tout juste d'être publiée pour la première fois en coédition chez Septentrion. Il a laissé non pas des gravures, mais des aquarelles exceptionnelles pour ce qui est de l'information ethnographique, le vêtement, enfin tout ce qu'on peut trouver dans ces aquarelles relativement à l'ethnographie des Autochtones. Et il écrit « J'ai pris souvent un grand plaisir de voir et d'entendre les nouveaux venus de France qui protestaient qu'il serait impossible de vivre à la manière des sauvages et qu'ils avaient une grande répugnance de voir seulement leur saleté à manger. Mais enfin, dans l'occasion, ils s'y sont faits par pure nécessité, comme les autres vieux habitants et inséparables compagnons des Indiens. » Cette proximité, bien sûr, a varié énormément selon les régions, selon les époques, selon les catégories sociales. Les hommes sont généralement plus proches des Autochtones que les femmes. Elle est bien sûr plus grande dans les Grands Lacs, où les quelques centaines de milliers de Canadiens les quelques centaines et ultérieurement les quelques milliers de Canadiens sont minoritaires en pays amérindien et très nombreux à se marier avec des femmes autochtones. Ces hommes sont à l'origine des communautés métisses dans les Grands Lacs et dans l'Ouest canadien et américain. Alors, je vous montre maintenant une toile. Alors, il s'agit d'une toile de George Bingham qui s'intitule « Le retour du trappeur ». Alors, ce trappeur est un Canadien. Il est sur le Missouri. Il y avait une communauté canadienne importante dans la région de Saint-Louis, Missouri. La toile est au Detroit Institute of Arts. Et vous voyez donc un Canadien qui fume la pipe avec son fils métis et il ramène également un petit ours. Alors, cette proximité, donc, est très grande dans les pays d'en haut, donc dans les Grands Lacs et le Haut-Mississippi. Elle est bien sûr plus faible, bien que constante dans l'espace seigneurial, puisqu'il y avait des villages amérindiens domiciliés près de Québec, de Trois-Rivières et de Montréal. Alors, les Hurons, les Abénaquis, les Iroquois, les Algonquins. Et ces communautés autochtones assuraient la défense de la colonie pour d'éventuelles invasions par le Saint-Laurent, par le Richelieu, par Saint-François, ou par le fleuve. Et ce sont aussi ces Autochtones domiciliés qui ont enseigné l'art de la petite guerre aux Canadiens. Donc, ils assuraient la défense de Montréal. Et dans la région de Montréal, vers 1701, il y avait autour de Montréal, à Kahnawake et sur l'île, à peu près 1400 Iroquois chrétiens, ce qui est l'équivalent de la population de la petite ville de Montréal. Et ces Autochtones étaient très présents à Montréal. Montréal, d'abord, était un haut lieu de la diplomatie. Le gouverneur se rendait à Montréal l'été, où il recevait les ambassades des nations alliées des Grands Lacs, comme du bassin de la baie de James et d'Acadie. Et c'était également, bien sûr, le haut lieu de la traite des pelleteries pour très longtemps. Dans l'espace seigneurial, on sait que le métissage a été moindre. Il fut, les démographes estiment peut-être à 1 ou 2 % des unions. C'est assez difficile parce que
les archives des actes de baptême, de mariage et de décès sont des archives religieuses pour lesquelles l'ethnie, et pour l'institution religieuse et pour l'Église catholique, l'ethnie n'est pas la plus importante. Ce qui est important, c'est l'adhésion à la religion catholique. Les Indiens convertis prenant souvent ou s'étant fait donner des noms français, souvent ils nous échappent. Néanmoins, depuis que l'on peut identifier un marqueur génétique d'une origine autochtone, on évalue les porteurs à peu près à 60% des francophones de souche de la région de Montréal, ce qui ne veut pas dire que 60% des ancêtres sont des Autochtones, puisque comme ce marqueur est dominant, il suffit qu'un seul des parents soit porteur pour le transmettre, et il le transmet de toute manière à toute sa descendance, si bien que tendanciellement, le taux va évoluer vers 100%. Nous savons par ailleurs qu'en Acadie, le métissage fut nettement plus élevé. Comment expliquer maintenant cette proximité nettement plus grande que dans les colonies britanniques des colons et des Autochtones? Alors, nous allons retourner à un grand historien classique américain du 19e siècle, le grand historien Francis Parkman, qui a écrit « La civilisation espagnole a écrasé l'Indien, la civilisation anglaise l'a méprisé et négligé, la civilisation française l'a étreint et chéri. » Alors, on reviendra sur cette dimension-là, mais je souligne, c'est un jugement caricatural, mais je vous propose qu'il y ait malgré tout une part de vérité derrière cette caricature. Je souligne également que ce même Parkman a fait un voyage en Oregon, qu'il a publié sous le titre Oregon Trail en 1849, où il observe partout la proximité des Canadiens français et des Indiens. Je suggère que l'on puisse qualifier les entreprises coloniales françaises et anglaises par deux modèles. Un modèle métis qui qualifierait généralement, mais pas toujours, les colonies, enfin, à tout le moins, la colonie française en Amérique du Nord, moins la Louisiane, et un modèle impliquant une distance plus importante avec les Autochtones, que je vais qualifier d'apartheid. Mon hypothèse ne repose pas sur une explication ethnique. Ce n'est pas que les Anglais, par essence ethnique, tiendraient les Indiens plus loin. Quand on fait l'histoire de la basse Louisiane, qui est française, avec l'esclavage, avec l'agriculture commerciale, dans un territoire densément peuplé, les Français ont pratiqué des politiques d'extermination des Indiens et on n'est pas du tout dans un modèle colonial métis. De la même manière, si on regarde le rapport colonial établi par les Anglais et les Écossais à la baie James et à la baie d'Hudson, dans le contexte de la traite des fourrures, il y a une très grande proximité et ces Écossais, principalement, sont à l'origine d'une communauté métisse anglophone importante. Donc, ça ne tient pas à l'ethnicité. Bien sûr, ça ne tient pas au jugement colonial, au génie colonial, pardon, et je dirais en même temps que je ne porte pas de jugement sur la supériorité ou l'avantage d'un modèle sur l'autre. On pourrait dire, ouais, vaut bien mieux un modèle métis de proximité, mais dans un contexte colonial, dans un contexte impérial, donc dans un contexte d'invasion et de projet de subordination des Premières Nations au pouvoir, un pouvoir colonial extérieur, peut-être vaut-il mieux ne pas être trop proche pour mieux voir à qui on a affaire. Donc, je ne prononce pas sur la supériorité d'un modèle sur l'autre, mais j'essaie seulement de cerner des différences caractéristiques. Je propose que ces modèles et ces différences dans l'intensité ou dans le degré de la proximité relève à la fois de structure et de conjoncture. Alors, ça tiendrait aux voies d'entrée des métropoles dans la modernité,
à la religion, au mode de propriété, aux modalités de peuplement de l'Amérique du Nord, aux caractéristiques des sociétés autochtones. Alors, voyons plus en détail. Alors, je retourne très rapidement aux pays renversés. Donc, 3 pays dans l'aventure coloniale nord-américaine. Je ne parlerai pas des Espagnols qu'on pourrait prendre en compte puisqu'il y a le sud-ouest des États-Unis. Alors, la France, l'Angleterre et les Provinces-Unies. La France, le pays le plus peuplé, 20 millions d'habitants, mais un pays plus archaïque, un système politique d'ancien régime, une économie en retard, le système seigneurial et une société où il n'y a pas de bouleversement dans les campagnes et où il n'y a qu'une faible immigration qui est destinée pour l'essentiel vers l'Espagne. Les Provinces-Unies, à l'inverse, une république prospère, un pays d'immigration. L'Angleterre avec seulement 5 millions d'habitants, donc le quart de la France, est un pays entre deux, en voie de passage vers la modernité, avec une monarchie constitutionnelle. Il y a une révolution bourgeoise avec Cromwell dans les années 1640-1650. On a aboli le système seigneurial. Une relative liberté religieuse, j'insiste sur le mot relatif, mais un processus d'éviction des populations rurales par l'expropriation des terres communales, ce qui force les pauvres paysans à migrer vers les villes, à migrer et ultérieurement à migrer vers les colonies, faute de terre et également pour des raisons de dissidence religieuse. Les tentatives de colonisation au 16e siècle, il y en a peu, mais elles ont échoué essentiellement parce que le continent est relativement densément peuplé et qu'il est difficile pour des étrangers d'arriver et de s'implanter puisqu'il y a une résistance des Autochtones. Ce n'est pas le cas au 17e siècle où les épidémies fauchent des sections de population à différents endroits sur la côte et en Virginie, à New York avec les Néerlandais, les Anglais près de Boston vont s'établir au départ sur des terres veuves, c'est-à-dire non pas des terres vierges, mais des terres veuves, c'est-à-dire sur des terres qui sont défrichées où il y a déjà des grands champs, mais où la maladie a frappé et les survivants ont fui ces lieux de graves maladies et ils ont pu donc s'établir sur ces territoires et ils se sont établis nombreux et c'est une immigration de familles et ils connaissent rapidement une croissance démographique importante qu'on observe également ici, mais avec des chiffres beaucoup plus petits parce que la population coloniale en Amérique du Nord double à chaque génération. Les générations, selon les périodes, correspondent à 25 ans ou à 33 ans, donc elles peuvent doubler 3 fois ou 4 fois, ce qui veut dire que la population croît par un facteur de 8 à 16 par siècle. Et comme ce sont des agriculteurs, donc les terres occupées, la surface occupée par les colons est multipliée par un facteur de 8 à 16, si bien que ça place les coloniaux britanniques rapidement dans un rapport conflictuel avec les Autochtones qu'il faut refouler pour prendre des terres, en même temps que dans la mesure où c'est une immigration de famille, cette population est autarcique au plan démographique et il n'y a pas d'incitation à marier, à des mariages avec les Autochtones. Il n'y en est pas de même dans la vallée du Saint-Laurent, où les Français s'implantent au XVIIe siècle sur une terre qui est veuve de ces Indiens sédentaires. C'est-à-dire qu'il y a encore des Indiens nomades, mais les sédentaires cultivateurs de grands champs de blé d'Inde, les Iroquois du Saint-Laurent, sont disparus vers 1580, épidémie, guerre, changement climatique, bref, ils sont disparus. Et les Français, en s'établissant ici, vont remplacer les Iroquois, qui étaient les fournisseurs de farine pour les nomades, pour les montagnais, pour les Algonquins, parce que ces Algonquins... Est-ce que ça va pour le son? Non? Un petit peu comme ça. Ces montagnais, ces Algonquins qui partent l'hiver dans les camps de chasse, sont souvent exposés à la famine, et c'est une sécurité que d'apporter des poches de farine.
pour les périodes de disette, pour les périodes les plus difficiles. Autrefois, ils apportaient de la farine de maïs ou de blé d'Inde. Avec l'arrivée des Français, ils apportent de la farine de blé, mais donc les Français s'installent et jouent un rôle complémentaire avec les Premières Nations. Puis ensuite, l'immigration en Nouvelle-France, elle est faible et c'est une migration d'hommes. Et dans les années 1660-70, sur le plancher de danse, il y a 7 hommes pour une belle créature. Alors, donc, il y en a une qui trouve... Bon, ça change avec l'arrivée des filles du roi, mais il y a un déséquilibre démographique, si bien que 3 hommes vont retourner en France faute de pouvoir fonder une famille, mais d'autres vont partir vers les pays d'en haut, surtout après la défaite des Hurons, d'autant qu'il faut aller au-devant des Hurons, au-devant des nations des Grands Lacs, parce que comme les produits français ne sont pas compétitifs, si on attend Montréal, les Indiens vont plutôt aller du côté des Anglais qui offrent des marchandises à meilleur prix. Alors donc, à la fois pour des raisons économiques et pour des raisons démographiques, les hommes vont partir dans les Grands Lacs pour marier des Autochtones. Et donc, c'est un facteur supplémentaire de proximité. Puis, bien sûr, dans la mesure où l'économie de la Nouvelle-France repose sur la traite des pelleteries, bien évidemment, on ne va pas exterminer les producteurs de la ressource naturelle. On a besoin des Autochtones et il n'y a donc pas de conflit avec des Autochtones pour l'appropriation des pelleteries. À ceci s'ajoute évidemment le climat. Avec l'hiver, on a besoin des Autochtones pour apprendre à survivre. Et il y a plusieurs textes où on voit comment les Français apprennent à vivre en hiver, apprennent à chasser, apprennent à pêcher. Il y a des beaux textes du Père Lejeune dans lesquels il raconte comment, au fond, finalement, même si l'hiver est plus froid, on a moins froid ici qu'en France parce que c'est moins humide l'hiver et qu'on a du bois à volonté pour chauffer les maisons. La religion catholique était aussi un facteur de proximité. Parce que les pasteurs protestants, ils sont mariés, donc c'est plus difficile pour eux d'aller vivre dans les communautés autochtones. Ce l'est plus facile pour les prêtres célibataires. Et en plus, dans le catholicisme, il y a les saints. Et le culte des saints peut s'articuler à plusieurs croyances des animistes. Ensuite, ajoutons la propriété privée et la propriété seigneuriale. La propriété seigneuriale va favoriser davantage la proximité que la propriété privée. La propriété privée qui s'établit sur les côtes de l'Atlantique est une propriété exclusive qui refoule l'Autochtone. C'est-à-dire qu'on a acquis une terre, on est chez soi, et l'Autochtone ne peut pas revenir y cueillir des framboises ou couper du bois parce que c'est devenu propriété privée. Mais dans le système seigneurial, il y a un principe de superposition des droits. Il y a les droits du seigneur, il y a les droits du censitaire, il y a les droits du curé pour retirer la dîme, le roi qui peut se réserver les chênes qui poussent sur votre terre, les plus pauvres qui peuvent aller glaner sur votre terre. Bien, pourquoi pas les Indiens? C'est assez facile de les intégrer pour la pêche, pour la chasse, pour circuler sur le territoire, d'autant que pour protéger les pêcheries d'anguilles à Sillery, on a décidé de créer une seigneurie pour les sauvages néophytes de la région de Québec, c'est-à-dire les Autochtones convertis au catholicisme de la région de Québec, qui deviennent les seigneurs de Sillery. Et c'est un exemple unique dans l'histoire certainement nord-américaine où des habitants ont des chefs indiens comme seigneurs. Ça sera aboli en 1701, alors qu'on jugera qu'il n'est pas approprié que des sauvages soient seigneurs. Ensuite, j'essaie toujours de comprendre pourquoi il y aurait une proximité plus grande des Français et des Indiens que du côté des Anglais et des Indiens. Et l'autre élément, c'est l'éthos bourgeois et l'éthos aristocratique. Il y a plus de proximité, il y a plus de parenté entre un aristocrate
aux grands atours, les grands vêtements, les chapeaux, les plumes, le grand discours, la passion pour la chasse, l'éloquence, la passion pour les exploits guerriers, qu'avec le marchand bourgeois, sérieux, qui économise, qui est habillé tout de noir, qui est rigoureux et qui travaille. Alors, il y a le potlatch de l'aristocrate qui est proche du potlatch des Indiens. Mais je vais retenir 3 aspects relatifs à ces influences. D'abord, dans l'univers symbolique, dans notre folklore, l'idée que les sauvages sont passés, que les enfants nous viennent par les Indiens. Le deuxième aspect concerne l'émergence du relativisme culturel et le troisième, la montée du doute sur soi et la critique sociale. Les sauvages sont passés. Alors, donc, dans notre folklore, les enfants ne naissent pas sous les choux, ce ne sont pas les cigognes. La vie nous vient des sauvages. Entre guillemets, toujours, les sauvages nous apportent les bébés. Je vous suggère des explications, je ne suis sûr d'aucune d'entre elles, mais c'est unique. Alors, c'est peut-être parce que avant le baptême, on se représente que les enfants, d'ailleurs, que les enfants sont du côté de la nature, sont du côté du paganisme. Alors, les enfants qui mouraient avant le baptême étaient destinés au limbe, ils ne pouvaient pas aller au ciel. Et donc, c'est comme si, avant le baptême, ils étaient du côté des Indiens, ils étaient du côté de la nature. Ils étaient du côté du paganisme. Donc, une explication dans le paradigme sauvagerie, civilisation. La deuxième explication tiendrait au fait que les hommes partent dans les pays d'en haut. Les hommes qui partent dans les pays d'en haut, dans la région de Montréal, c'est beaucoup. Hein? Pour certaines périodes, c'est le quart des jeunes hommes. Fin régime français, c'est 300, 400, 500 jeunes hommes qui partent pour 1 an, 2 ans, 3 fois. Parfois prennent femme, parfois non. Parfois vont se faire un coup d'argent pour s'établir sur une terre. D'autres fois ont 2 femmes, une là-bas, une ici. Mais les hommes partent pour la traite des pelleteries et souvent, on va dire, courent les femmes autochtones. Est-ce que dans l'univers symbolique, on ne se représenterait pas que pendant que les hommes sont partis, que les femmes sont esselées, il y a d'autres Indiens qui viennent, soit des pays d'en haut, soit les Indiens domiciliés, qui viennent voir ces pauvres femmes esselées. D'où les bébés. Peut-être, j'en sais rien. L'autre élément, il tient au fait que dans la tradition européenne, les enfants nés hors mariage, donc les enfants illégitimes, on allait les porter sur le parvis d'église ou dans les monastères. On le fait ici aussi, dans les monastères. Les religieuses hospitalières ont de cette manière accueilli plusieurs enfants, plusieurs centaines d'enfants au cours des siècles. Mais ici, il y a une autre pratique qui s'est établie, qui semble avoir été relativement importante, qui consistait pour, entre guillemets, les filles mères, à les porter et confier et donner leur enfant aux communautés autochtones qui les adoptaient. Il y a d'ailleurs à cet égard des procès de pères qui veulent récupérer leur enfant et qui perdent, puisque bien sûr, un père non marié n'a aucun droit légitime sur cet enfant né hors mariage. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un échange? Nous leur donnons nos enfants, entre guillemets, légitimes, ils nous donnent nos enfants légitimes. J'en sais rien. Mais je vous le suggère comme des hypothèses. L'autre devrait, j'espère, vous faire rire. Elle vient de Lahontan. Lahontan dit, d'ailleurs plusieurs auteurs nous disent que les Autochtones, l'été, se déplacent nus, sauf un braguet. Et donc, ils ne portent qu'un braguet et ils circulent dans Montréal. Ils sont généralement tatoués, beaucoup tatoués, avec également des peintures corporelles. Pour les Européens, ils sont nus ou presque. Pour eux-mêmes, ils sont habillés des forces spirituelles du cosmos parce qu'il y a les couleurs, parce qu'il y a les tatouages qui renvoient aux esprits. Mais Lahontan nous dit que les femmes de Montréal, encore une fois, ont un regard particulier
pour ces beaux hommes très, très dévêtus. Est-ce que viendraient de là des bébés? Qui sait? Mais reste que cette dimension est unique. Le deuxième aspect, donc des influences dégagées qui résultent de cette proximité et de cette intensité de l'interaction, c'est le relativisme culturel. Il ne s'agit pas ici de transfert culturel, au sens où les Français auraient pris le relativisme culturel des Autochtones. Il s'agit d'un effet de la rencontre et de la confrontation de cultures radicalement différentes, mais dans des contextes historiques autres qu'une forte inégalité. Il y a donc un dialogue qui aurait pu émerger, qui aurait pu s'établir et qui dépasse le mépris, l'alliance favorisant l'échange. Les exemples sont multiples et je vais donner seulement quelques illustrations. Alors, déjà en 1634, toujours le père Lejeune nous dit comment il s'est habitué à l'hiver et comment il voit son ami indien danser avec des raquettes. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Puis ensuite, en 1633-34, il va aller hiverner avec des montagnais du côté des Appalaches, là, derrière Rimouski. Hiver qu'il trouve particulièrement éprouvant. Effectivement, la vie est dure et il est dérangé constamment par les chiens qui l'empêchent de dormir, mais qu'il faut garder dans la tente pour ne pas geler. Il se chicane tout l'hiver avec un chaman. Bref, c'est éprouvant. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, à peu près 25 ans plus tard, précisément en 1658, il écrit un texte d'une sagesse exceptionnelle et il écrit « Rien dans la nature n'est en soi, pour les sens, beau ou laid, bon ou méchant. Nos sens ne sont qu'une matière première que notre naissance et nos habitudes conditionnent à aimer ou à détester. » Donc, nous dirions de nos jours que notre culture nous induit à aimer ou à détester. Et il donne des exemples. Alors, il dit « L'odeur de musc du rat musqué. Les Français adorent, les Amérindiens trouvent que c'est puant. » Les Indiens se couvraient le corps de graisse d'ours pour l'été pour mieux résister aux maringouins et l'hiver pour mieux résister au froid. Les Français jugent que c'est puant et que ça sent la charogne. Pour les Indiens, c'est l'huile la plus précieuse qui soit. Dans les dangers, dit-il, face à la mort, les Français gardent le silence, les Indiens chantent. Pour ce qui est de la cuisine, les Français préfèrent le salé, les Autochtones le boucané. Pour ce qui est des peintures corporelles, les Français trouvent que c'est hideux, que c'est des peintures de mascarade, que c'est des peintures c'est des maquillages de mi-carême. Les Indiens y voient une manière de s'intégrer dans l'harmonie du cosmos. Pour ce qui est de l'héritage, dit-il, les Français le transmettent à leurs enfants, les Indiens, souvent, à leurs neveux matrilinéaires. Et regardez, la conclusion est en 1658, on est en avance sur tout ce qu'on peut lire à l'époque. Il dit « Le monde est plein de variété et d'inconstance. On n'y trouve jamais de fermeté solide. Si quelqu'un était monté sur une tour assez haute, d'où il pût voir à son aise toutes les nations de la terre, il serait bien empêché de dire ceux qui ont tort ou ceux qui ont raison, ceux qui sont fous ou ceux qui sont sages, dans des variétés et des bigarrures si étranges. En vérité, il n'y a que Dieu seul de constant. Lui seul est immuable, lui seul est invariable, là où il se faut attacher pour éviter tout changement et toute inconstance. » Alors, en somme, il est prêt à remettre en question la civilisation européenne et il dit ce qu'on voit du côté des Indiens vaut bien ce qui existe du côté des Français et que tout ça est relatif, bien sûr, sauf Dieu. Tout cela fut source de distance par rapport à soi et de proximité vis-à-vis l'autre pour réfléchir sur le social au-delà de telle ou telle société. La plus extraordinaire illustration
est celle du père Lafitau, qui en 1724 publiait Les mœurs des sauvages américains comparées aux mœurs des premiers temps. Alors, c'est une œuvre pionnière, c'est une œuvre qu'on considère comme fondatrice en anthropologie. Or, en somme, je suis en train de dire que l'anthropologie ici est née juste ici, de l'autre côté, à Kanawake. Et le père Lafitau, dont le titre laisse croire qu'il étudie entre guillemets, les sauvages américains, en fait, principalement les Iroquois. Son étude ne porte pas sur les Iroquois, son étude porte sur la culture. Et quand il parle de culture, il compare les Iroquois, il compare les Algonquins, il compare les Grecs, il compare les Romains, les Français, etc. Alors, ensuite, il étudie les systèmes de parenté, l'organisation politique, les rituels funéraires, la division sexuelle du travail, le rôle des hommes et des femmes. Et pour ce qui est du religieux, il est un des premiers à s'intéresser plus que ses prédécesseurs aux religions des Autochtones, parce que les premiers missionnaires luttaient contre le paganisme qu'ils voulaient refouler. Et donc, souvent, ils donnent peu d'informations puisqu'il n'y a pas d'intérêt à documenter, en somme, le paganisme, puisque ça relève de l'erreur. Mais au temps du père Lafitau, l'ennemi, ce n'est plus le paganisme, c'est l'athéisme. Et lui cherche plutôt, puisqu'on est au début du XVIIIe siècle, il cherche plutôt à démontrer que la religion est un sentiment universel. Et donc, il va montrer comment les Indiens croient et comment il va tenter de montrer comment leurs croyances, au fond, sont un réduit de la Bible, une mémoire lointaine de la Bible. Mais ce faisant, il se pose la question, mais d'où viennent-ils? Et puisqu'ils sont des descendants d'une tribu perdue d'Israël, ben, ils doivent venir par l'Alaska, ils ne se trompaient pas, puisque l'origine est le détroit de Bering. Et surtout, ils s'objectent aux thèses polygénistes qui consistent, dès cette époque-là, à considérer que l'humanité est issue de plusieurs souches. Et il y a des souches qui conduisent à l'esclavage, il y a des souches qui conduisent à des nations condamnées à disparaître, et il y a heureusement une souche occidentale, disons, et chrétienne qui est porteuse de la civilisation, alors que, donc, lui n'assume pas ses thèses racistes et s'intéresse beaucoup aux religieux. Alors, j'ai retenu 4 auteurs, 2 historiens et 2 poètes, pour ce qu'ils écrivent sur la défaite et sur les Amérindiens, en même temps, comment ils tentent de contrer la honte de la défaite et la honte de l'ensauvagement. Le premier, le plus grand, c'est François-Xavier Garneau, qui publie une histoire du Canada depuis la découverte jusqu'à nos jours. C'est une œuvre majeure. Il répond bien sûr à Lord Durham et à l'anathème « Peuple sans histoire et sans littérature ». Jeune, il a été traité de fils de vaincu. Alors il plaide pour la survivance, pour la fierté, pour le courage, pour le maintien des liens avec la France, source de la civilisation. Il faut toujours se placer du côté de la civilisation pour être reconnu et pour négocier des droits. À propos des Indiens, il est particulièrement bien documenté. Il souligne l'aide apportée aux premiers colons. Il décrit les sociétés autochtones au moment du contact. Il est avant-gardiste parce qu'il fait appel à la tradition orale pour expliquer l'histoire, ce qui est unique à son époque. Mais il assume les thèses évolutionnistes de son époque. Les Indiens ont toutes les caractéristiques de la barbarie parce qui les caractérise par l'état de guerre et par l'oisiveté. Ce sont des sociétés figées dans l'enfance de l'humanité, d'avant la civilisation, donc des sociétés sans avenir. Garneau s'attache à rejeter les thèses de l'ensauvagement des Canadiens, particulièrement pour la guerre. Alors, il répondra aux accusations en référence aux événements dont je vous ai parlé pour la guerre de 7 ans. Il répond aux accusations en soulignant la réciprocité de la cruauté franco-anglaise dans la guerre et en soulignant qu'au fond, finalement, les Canadiens et les Indiens étaient plus doux puisqu'ils adoptaient les prisonniers alors que les Anglais les mettaient en prison. Alors, mais l'adoption des prisonniers, c'est une pratique indienne, mais ça, il ne va pas le souligner.
Alors, lorsque l'accusation s'avère indiscutable, comme le massacre de la garnison du fort William Henry en 1757, il reconnaît la perfidie naturelle du sauvage, jugeant que la civilisation française n'a jamais vacillé. Cependant, il exprime de la sympathie, de la compassion pour les peuples autochtones condamnés à disparaître, d'autant qu'il appartient lui-même à une nation menacée de disparition. Alors, il écrit un poème intitulé « Le dernier Huron » en l'honneur du peintre Zacharie Vincent. Alors, c'est un autoportrait du peintre Zacharie Vincent. Alors, il écrit « Triomphe, destiné, enfin ton heure arrive, au peuple tu ne seras plus, dernier souffle d'un peuple, orgueilleuse ruine. » Alors, il y a ici un nous furtif qui réapparaît dans la proximité des peuples menacés de disparaître, mais il souligne une différence radicale qui sépare les deux peuples menacés de disparition. Le Canadien français est civilisé, non pas l'Indien. Il tient sa civilisation de la France, il en a hérité le génie. Il a parcouru l'Amérique pour apporter les lumières aux nations sauvages. Je vais passer rapidement sur un deuxième historien, Jean-Baptiste Ferland, son Histoire du Canada, 1861-65. Lui aussi reconnaît la grande proximité des Canadiens et des Autochtones, mais dit-il, bien sûr, mais c'est parce que nous étions les porte-étendards de la foi et de la civilisation, nous étions les Jean-Baptiste de l'Amérique, nous étions les porteurs de la bonne nouvelle. Bien sûr, nous étions les premiers auprès des Indiens, mais c'était pour apporter la foi et la civilisation. Jamais nous avons renoncé à notre foi, à notre honneur. Toujours, nous avons respecté notre mission providentielle. Donc, oui, proximité, mais toujours pour revenir, en somme, à la première toile que nous voyons, pour faire des Indiens des catholiques et des Français. Je retiens rapidement deux poètes. Le poète Octave Crémazie, qui reprend les mêmes thèmes. Je vous résume ses paroles avec ces mots. Mais c'est mon propre montage. Autrefois, en ce Canada de la sauvagerie du paganisme, débarquèrent des messagers de la civilisation française et de la foi pour les faire rayonner partout sur le continent. La croix renversa l'autel des dieux vaincus, donc la lutte contre le paganisme. Et voyez venir la civilisation. Et comme la charrue du laboureur, cette croix et l'épée tracèrent d'éternels sillons, refoulant jamais le désert sauvage. Donc la civilisation refoule la sauvagerie, la barbarie, mais voilà que ces héroïques héros canadiens trahis, vendus, non pas vaincus, ployant sous le joug ennemi, demeurent vivants, accrochés au souvenir de leur mère, la France, tandis que des sauvages ne subsistent que les ombres, Canadiens et sauvages, tous deux enfants, le Canadien orphelin, le sauvage disparu, mort. Certes, le Canadien garde en mémoire les ombres du sauvage, mais c'est la mémoire de la France qui s'accroche pour survivre, non pour vivre. Donc, en somme, le Canadien, s'il peut survivre, ce n'est que par la France, ce n'est que par la civilisation. L'Indien est condamné. Très rapidement, Louis Fréchette, ça vient d'être réédité, sa légende d'un peuple. C'est une poésie à la fois magnifique et surannée. Il reprend les thèmes analogues. Je retiens seulement 3 poèmes qui dénoncent l'inhumanité du traitement du peuple métis, mais c'est assez surprenant la manière dont il le fait. Alors, tout en reconnaissant aux métis des aïeux autochtones, Fréchette soutient que cette force, soutient que c'est parce que ce peuple a du sang français dans les veines que les orangistes ont voulu la mort de ce peuple. Donc, c'est en tant que peuple français qu'on a voulu le détruire, alors qu'en fait, c'est parce qu'ils étaient des métis et qu'on ne reconnaissait pas ni leur terre, ni leur identité. En somme, le scandale tient à ce qu'ils étaient civilisés, laboureurs, chrétiens et français, et c'est au nom de leur francité qu'on les a vaincus. Donc la dimension autochtone, ici encore, n'apparaît pas pour ce peuple dont la langue, le Michif, tenait pourtant pour moitié du français, les substantifs, et pour moitié du cri, les verbes. Alors je vais conclure. Alors l'histoire des francophones au temps de la Nouvelle-France et longtemps après la conquête a
à la grandeur du continent s'est caractérisé par une grande proximité avec les Premières Nations. L'anthropologue Pierre Anctil a qualifié ces francophones d'intermédiaires culturels. Le corpus de témoignages rencontrés, le corpus qu'ils ont laissé témoigne de la rencontre des civilisations. Il est d'une grande valeur ethnographique. Il est révélateur des influences réciproques, des rapports coloniaux, des transformations identitaires. Émerge, comme on l'a vu, le doute, la critique sociale. C'est un legs extraordinaire que l'on a occulté. Je vous en donne un exemple. Alors, il s'agit de la Commission de géographie du Québec qui, à partir de 1912, a supprimé des milliers de noms amérindiens. Alors, écoutons Eugène Rouillard, secrétaire de la Société de géographie d'alors. Alors, je le cite, « Sait-on tout le tort que cette manie des noms sauvages nous fait à l'étranger? Jetez, mesdames et messieurs, un coup d'œil sur les cartes géographiques de notre pays, et en particulier sur certaines régions de notre province. Ne croirait-on pas y voir un immense campement de peaux rouges? Feuilletez les horaires des compagnies de chemin de fer et vous constaterez avec épouvante que la majorité des stations sont décorées de noms sauvages, choisis parmi les plus repoussants et les plus rébarbatifs. » Alors, ce legs, c'est un document vieux d'un siècle tout de même. Néanmoins, ce legs demeure encore, au moins partiellement, occulté de nos jours à bien des égards. Il le fut parce qu'il était historiquement scandaleux, à la fois dans l'œil du maître colonial et dans le cadre des théories et des idéologies racistes, d'avoir été proche des Autochtones. Pour les conquis, le jugement porté sur eux-mêmes par le maître colonial et repris par les idéologies racistes a été assumé et, je crois, intériorisé sur le mode d'une honte de soi, des grands-mères indiennes cachées dans le garde-robe. Cela, même si a persisté une empathie, comme on le voyait chez les poètes, pour les peuples condamnés à disparaître. Alors, la stratégie de survie des Canadiens, puis des Canadiens français, en invoquant leur statut de civilisés dans la seule filiation avec la France, a conduit à occulter une part importante d'eux-mêmes qui appartient à l'Amérique, leur part métissée. Voilà un legs avec lequel, il me semble, il importe de renouer. Je vous remercie.